On va parler des questions relatives à la publication ou aux publications. Énormément de questions sur les publications. Publication. Est-ce que je dois être le premier auteur des articles pour soutenir la thèse? Une amie a envoyé son article dont elle est l'auteur principal à son encadrant qui s'est chargé de sa publication. Mais elle a découvert que son encadrant a mis son nom en premier. Elle a peur que ceci impacte sa demande de dérogation ou sa soutenance par la suite. Ma réponse ici, bon, j'ai envie de dire qu'il faudrait en discuter déjà. Il faut en discuter avec l'encadrant, il faut en discuter avec l'administration et le CEDOC. Dans certains domaines, disciplines, premier auteur, c'est le chef du labo, c'est la personne la plus senior. Donc, il y a des pratiques selon la discipline. Faudrait voir. Après, j'ai envie de dire, l'encadrant a tout intérêt à ce que vous souteniez votre thèse. Faut en discuter. Je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Comment peut-on publier des articles et où? Alors, on avait fait une formation détaillée sur la préparation du manuscrit, le choix de la revue. On peut bien sûr les publier dans les journaux scientifiques. Quand on parle d'articles, j'ai envie de dire que c'est le choix naturel. L'enregistrement de la formation sur la préparation du manuscrit sera bientôt disponible. La préparation du manuscrit et même pour comment publier et où, pour le choix de la revue aussi, l'enregistrement sera disponible. Est-ce que la qualité de la langue du manuscrit a une corrélation directe avec la chance d'acceptation de notre manuscrit? Car les revues basées aux États-Unis ou au Royaume-Uni ont un style d'écriture d'anglais très élevé et de ce fait, c'est mieux de voir des revues dans d'autres pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, la langue, ça peut être une barrière. Et la qualité de l'expression écrite. Moi, ce que je vous suggère toujours, parce que même si vous avez des résultats intéressants, c'est de consulter des personnes ou des auteurs ou des chercheurs, que ce soit dans votre institution ou dans votre pays, qui ont déjà publié dans ce type de revue. Il y a une autre façon aussi de faire appel à des spécialistes de la langue anglaise. Ça peut être dans vos universités. Vous avez des étudiants en langue anglaise, en littérature, donc ils peuvent toujours vous donner un coup de main sur la langue. Aussi, ce que je mentionne ici, c'est que certaines revues acceptent de publier en deux langues à partir du moment où le titre et le résumé de votre papier sont en anglais. D'accord? Plus français ou autre langue pour la totalité de la publication. On l'avait vu dans une des formations récemment, quand on avait fait une recherche sur le Covid-19, il y avait des publications qui étaient publiées en français, mais le titre et le résumé étaient en anglais. Si vous êtes plus à l'aise avec le français, rédigez en français. Et après, bon, il faut identifier les revues qui accepteraient ce genre de publication en deux langues. Alors, pour publier la question, comment contourner la perte de temps? Est-ce qu'on peut soumettre à deux revues en même temps? Et la personne dit ce qui m'étonnerait. Sinon, conduite à tenir pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Comment contourner la perte de temps? Alors, déjà, moi, je ne le verrais pas comme une perte de temps, parce que c'est un travail qui doit être fait pour avoir un travail de bonne qualité. Est-ce qu'on peut soumettre à deux revues en même temps? La réponse est non. C'est pas éthique. Et la conduite à tenir, donc ce que je dis ici, non, on ne peut pas soumettre à deux revues en même temps. La conduite à tenir, il y a un site très intéressant qui s'appelle publicationethics.org, publicationethics.org, qui explique et qui répond à toutes ces questions d'éthique de publication. Et là, c'est clair et net. Non, on ne soumet pas à deux revues en même temps, parce que deux, pourquoi pas trois, pourquoi pas 10, pour augmenter les chances d'acceptation. Donc, c'est quelque chose qui ne se fait pas en termes d'éthique de publication. D'ailleurs, ce que je dis ici, c'est que plus on publie, plus on est à l'aise. Donc, moi, je pense que le frein, surtout pour les jeunes chercheurs ou doctorants, c'est de s'y mettre. On pourrait faire une session là-dessus. Je vous ai fait une session sur la préparation du manuscrit. Je vous ai donné quelques conseils. Donc, essayez de lire pour voir ce qui est attendu, pour avoir une idée de ce qu'on attend de vous. Et il y a aussi des modèles. Plus vous lisez, plus vous verrez aussi que vous serez plus à l'aise avec la langue. Faudrait-il chercher la revue pour publier avec les 4 façons de faire ensemble, celles que vous nous avez présentées? Alors ça, je pense que la personne faisait référence à la formation sur le choix de la revue où j'avais parlé de 4 façons. Il y avait le Master Journalist, il y avait le Web of Science, il y avait EndNote Online et Journal Citation Reports. La réponse est non. Pas forcément, une seule méthode peut suffire si vous êtes à l'aise avec, je sais pas moi, par exemple,
Web of Science, vous faites une recherche par mots-clés, vous analysez les revues, et vous avez une liste de revues, et puis vous êtes satisfait, et on avance. Ça peut être EndNote Online, Manuscript Match, vous mettez votre manuscrit, votre publication est quasiment prête, vous avez 10 revues, et après vous analysez les revues. Donc nous, on n'est pas obligé de le faire tout, c'est juste différents moyens pour arriver au même, pour répondre à la même question, au même objectif. Je travaille sur un concept dont le fondateur a créé toute une revue il y a presque 10 ans. J'aimerais bien y soumettre mon travail pour avoir du feedback des spécialistes, mais la revue n'est indexée que DOAJ et Google Scholar, des conseils. Bon, toutes les questions étaient intéressantes, mais celle-ci, c'est on publie aussi pour avoir du feedback. Et ça, je pense qu'on a tendance à l'oublier. J'en pense qu'on publie juste pour avoir la thèse. La publication, ou alors pour des raisons de promotion ou de profil, la publication, pour avoir du feedback, je pense que ça, c'est intéressant. Les examinateurs vont vous donner du feedback. Ça, je pense que c'est aussi une très bonne façon de voir les choses qu'il faut rappeler. Alors, moi, ce que je dis ici, c'est quel est l'objectif principal? Moi, la question que je me poserais, donc, c'est la revue est-elle de bonne qualité, encore une fois? Et y a-t-il un examen par les pairs? Publie-t-elle? Attends, des questions assez simples. Est-ce que c'est du contenu nouveau et de qualité? Il se peut que cette revue soit indexée par la suite si elle est soumise, par exemple, si on parle de revue indexée, si elle est soumise au Web of Science, elle sera indexée dans Web of Science, si elle valide nos critères de sélection. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que toutes les revues que vous voyez indexées dans le Web of Science, à un moment ou à un autre, elles n'étaient pas indexées. C'est pas automatique. C'est-à-dire que ces revues-là sont passées dans le processus de sélection. Il y a des revues de qualité qui ne sont pas indexées parce que peut-être qu'elles sont nouvelles ou peut-être parce qu'elles n'ont pas soumis leur revue pour indexation. D'accord? Donc, ça, je pense que c'est à garder en tête. Question d'un doctorant qui dit: je suis en première année de doctorat et je veux participer à des ateliers et faire des communications orales et postères, mais je n'ai pas encore de résultats. Est-ce que c'est faisable? Si oui, par quoi je participe? Alors, encore une fois, c'est une très bonne chose. Participer à des ateliers et faire des communications orales et postères, je pense que c'est en voyant et en faisant qu'on apprend. Donc, vous verrez ce qu'on attend de vous quand on assiste à une conférence. Par quoi est-ce que c'est faisable? Je dirais, idéalement, il faut au moins quelques résultats pour pouvoir présenter une communication orale ou un poster. Dans les conférences, ce qui est assez pratique, c'est que vous pouvez toujours présenter vos travaux de recherche en cours. C'est-à-dire que ce ne sont pas des travaux de recherche aboutis. Vous avez déjà peut-être obtenu quelques résultats que vous pouvez présenter. D'accord? Et ça suffit pour faire un poster ou ça suffit pour faire une petite communication rapide, une présentation en disant voilà le problème, voilà le sujet, voilà le problème, voilà la méthode, les données, voilà ce que j'ai déjà obtenu. Et on obtient des feedbacks, les gens vont peut-être vous donner: ah, ça serait intéressant de regarder, de s'intéresser à cet aspect-là. Est-ce que vous avez lu cette publication? Est-ce que vous avez accès à ces données-là? Et puis c'est aussi comme ça qu'on collabore. Donc oui, j'encourage, si vous avez déjà quelques résultats, c'est ce que je dis ici, idéalement, il faut au moins un minimum de résultats pour faire une présentation. Bonjour, est-ce qu'il y a la possibilité de gagner des revenus de vos articles publiés dans un journal, dans une revue? Alors, à ma connaissance, non. Je pense que cette personne peut-être fait référence elle a une publication qui est intéressante et elle veut la publier peut-être dans un autre type de support, ou dans ce cas-là, on paye à la publication. Euh, Donc, il faudrait creuser un peu plus pour essayer de comprendre ce que voulait dire cette personne. Mais à ma connaissance, non, vous publiez, vous ne touchez pas d'argent, vous ne touchez pas de revenus. J'arrive pas à comprendre la différence entre revue et article, même si vous l'avez expliqué. Ce qu'on veut dire et qu'est-ce qu'on veut dire par accepted manuscript. Alors, je l'ai déjà expliqué ça. Une revue est un journal scientifique ou magazine. Un article est un type de document publié dans une revue. Ok? L'article, c'est un type de document, c'est une partie de la revue, dans le magazine. Et accepted manuscript signifie que votre manuscrit a été accepté par l'éditeur de la revue. Alors désolé pour les accents qui manquent, hein, j'ai pas les accents, donc des fois c'est corrigé automatiquement. Il a été accepté par l'éditeur de la revue pour publication, et c'est une très bonne nouvelle. Si on vous dit accepted manuscript,
C'est en gros que d'ici quelque temps, votre article sera disponible dans une revue et donc indexé aussi dans les moteurs de recherche tels que le Web of Science. OK. Accepted Manuscript, c'est vous avez soumis votre article manuscrit à une revue, ils ont fait l'évaluation, l'examen, et c'est bon, ça colle, et il est accepté pour publication. Combien de temps faut-il attendre pour que ma publication, qui est déjà acceptée, apparaisse dans la liste de Master Journal List? Alors là, je pense qu'il y a une confusion. Master Journal List, c'est ne liste que les revues indexées et non pas les publications. Master Journal List, c'est la liste des revues qui sont indexées dans le Web of Science avec les détails du profil ou détails de la revue. Et en aucun cas la publication. Et ce que je dis ici, cependant, votre publication apparaîtra dans le Web of Science après un certain temps, quelques jours à quelques semaines, ça dépend de comment nous on reçoit les informations de l'éditeur. Encore une fois, on ne publie pas la revue, donc on n'a pas directement l'accès à votre publication. C'est l'éditeur qui met à notre disposition le contenu des revues. Parfois, on trouve des articles publiés en langue espagnole ou bien turque. Quel site de traduction scientifique vous recommandez dans ce cas-là? Alors moi, je ne connais pas de site de traduction. Généralement, je lis en anglais ou en français. Pour ces publications-là, je pense que sur Internet, on peut trouver assez facilement les sites de traduction. J'en ai pas à recommander, je suis désolé. Après publication de l'article, comment on rend cet article? Alors ça, c'est une question intéressante. Plus visible dans la communauté scientifique. Est-ce qu'il y a des plateformes pour partager cet article le maximum possible? Ça, c'est quelque chose que je vous encourage à faire. Quand on a publié, le travail n'est pas terminé. OK, il faut essayer de gagner en visibilité. Donc, on peut partager cette publication à nos collègues. OK, les gens qu'on a rencontrés dans la conférence. Il y a des plateformes, les réseaux sociaux, par exemple. Donc, je peux penser à Twitter, LinkedIn. Vous mettez le lien vers DOI ou le lien vers votre publication. OK, vous mettez quelques mots-clés. Il y a ResearchGate ou Academia. Ça, c'est des plateformes qui ont été mentionnées dans la liste des questions aujourd'hui. Et moi, je vous recommande aussi ORCID et Publons pour établir votre profil et vous allez ajouter votre publication à votre profil. Vous vous constituez un CV en ligne et ça, c'est très important. Publons, on en parlera dans une formation très prochainement. On pose de plus en plus de questions sur Publons, sur comment regrouper mes publications, comment avoir un profil, comment faire, si je veux faire l'examen par les pairs, comment ça marche. Donc, ce genre de questions-là, j'y répondrai en détail dans la formation dédiée à Publons. Alors, pouvez-vous nous démontrer en pratique les étapes de soumission d'un article? Bon, là, je fais une démonstration très rapide. Il faut trouver le nom de la revue. Si je prends celle-ci, par exemple. OK. Si je prends Scientometrics Journal, j'espère qu'il va s'ouvrir rapidement cette fois-ci. OK. Donc là, je suis sur le site de la revue. Je sais que c'est le site officiel de la revue. Donc, j'ai pas encore de compte. Ce que moi, je vous conseille de faire, c'est déjà d'avoir une idée du sujet de la revue. Donc, c'est une revue qui est en stats et qui parle de toutes les stats, qui parle des stats relatives à la science de la science qu'on appelle, ou la communication, ou les politiques relatives à la science. OK. Donc, j'ai des informations sur l'éditeur, sur les mises à jour de la revue. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on a ici des informations sur le modèle de publication, ce que je vous disais tout à l'heure, hybride. Donc ici, on a l'option, si je veux que moi, ma publication soit en open access, je paye pour que la publication soit en open access. Si je ne paye pas, ou si c'est d'autres frais, la publication ne sera pas en open access. J'ai des informations relatives à l'information, OK, des informations relatives à l'impact, pardon, le temps qu'il faut pour une première destination, 69 jours, 173 jours entre le moment où on a soumis, en moyenne, entre le moment où on a soumis le manuscrit et la publication, donc à peu près 6 mois. OK. Juin 2020, c'est la dernier numéro qui est disponible. Moi, en tant qu'auteur, ce qu'il faut, je vais aller
m'intéresser aux guidelines, donc aux recommandations de soumission. Il y a des informations relatives à l'éthique. Donc, toutes ces informations-là, je peux ensuite soumettre mon manuscrit. Alors, souvent, les revues de bonne qualité, j'ai envie de dire les revues qui font du bon travail, vont avoir ce genre de système en place. Ils vont utiliser un système de soumission, d'accord? Donc, et de gestion des manuscrits. Donc, vous allez créer un compte. Donc là, j'ai pas encore de compte. Est-ce que j'ai un compte ORCID? Je peux me connecter avec ORCID. Sinon, je peux m'inscrire, je crée un compte et ensuite je soumets mon manuscrit. Je vais avoir un profil, une plateforme en ligne. Je vais avoir mon profil, une plateforme en ligne et je vais soumettre et suivre étape par étape les informations. Ce qui est attendu de nous. Pouvez-vous nous donner des exemples de cover letter? Alors là, je vous ai mis un exemple. J'ai cherché sur Internet, j'en ai trouvé une de Tyler and Francis. Si je vous montre à quoi ça ressemble. Alors, je l'ai ouverte hier. Vous allez voir, c'est assez rapide, hein. C'est une lettre cover letter ou lettre d'accompagnement. Toujours bien d'en avoir une quand on soumet son manuscrit à une revue. Voilà, elle est ouverte ici. Voilà, donc votre nom, votre affiliation. Donc là, c'est un modèle. Voilà, j'aimerais soumettre un article avec le titre de l'article. Je confirme que, voilà, pas de conflit d'intérêt. On explique ce qu'on a fait dans ce paragraphe et ainsi de suite. Ok. Alors, je poursuis. Pouvez-vous nous donner un exemple des logiciels anti-plagiat gratuits à utiliser pour éviter le rejet de l'article? Alors moi, j'utilise pas de logiciel anti-plagiat. Il y a certaines solutions qui sont disponibles gratuitement sur Internet. Je vous conseille de jeter un œil. Est-ce qu'on peut choisir les peer reviewers? Si oui, comment on les choisit? Ça, c'est une question qui est parfois un peu sensible. On les choisit pas, on peut en suggérer si l'éditeur nous demande. Ça, c'est un travail qui est très difficile pour l'éditeur. Il va vous demander est-ce que vous pouvez suggérer une liste d'examinateurs. OK? Mais lui, l'éditeur, il est libre de choisir qui examinera votre publication, votre manuscrit. OK? Donc, on peut toujours trouver des experts du domaine dans le Web of Science. On peut faire une analyse sur le sujet de recherche et trouver des noms d'auteurs. Vous vous rappelez quand on a fait une analyse par nom d'auteur? Ou dans Publons, publons.com, publons.com, on peut trouver des noms de personnes et essayer de voir si on peut suggérer des experts, puisque l'éditeur a besoin d'experts qui vont lire et évaluer votre manuscrit. Donc, ce que j'ai ici, c'est que je ferai une formation très prochainement sur Publons. Comment écrire un rapport d'un projet de recherche? Alors, merci de consulter la présentation sur préparation de manuscrit parce que je pense qu'il y a beaucoup de points qu'on peut retrouver et qui sont valables aussi pour un rapport d'un projet de recherche. Comment écrire un brevet? Alors, là, on s'éloigne un petit peu de la recherche académique. Là, on est plus innovation. J'ai envie de dire que c'est très similaire. Souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez soumettre ce qu'on appelle patent application. Vous allez faire une demande de dépôt de brevet. Donc, encore une fois, vous allez avoir un système en ligne, vous allez vous connecter, vous allez avoir plusieurs éléments à fournir. Donc, ce que je dis ici, c'est que je vous recommande cette page qui est assez intéressante sur comment écrire une, euh, une demande de brevet. Qu'est-ce qu'un examen par les pairs? Un examen par les pairs, alors je l'ai mentionné plusieurs fois aujourd'hui, quand vous allez soumettre votre manuscrit, il y a des personnes qui vont lire, et bien sûr, il faut des experts dans le domaine qui vont euh, analyser et évaluer la qualité de vos travaux. Alors, ce seront des gens qui auront des compétences similaires aux vôtres. Donc, c'est comme une forme d'autorégulation, comme on dit, par des membres qualifiés dans votre domaine pour la même profession. Donc moi, je suis chercheur, je sais pas moi, je suis chercheur en géologie. Je soumets un article qui peut m'évaluer. Ben, ça va être des gens comme moi qui ont les mêmes compétences et qui vont pouvoir juger de la qualité de mes travaux. Quels sont les critères
que je dois respecter pour qu'une revue accepte la publication de mon article? Alors, encore une fois, on a fait une présentation là-dessus sur comment essayer d'avoir la qualité, pour avoir une publication de bonne qualité. Quelle est la différence entre une publication dans une revue et une publication dans une conférence? L'importance, processus et contenu de l'article. Il y a plusieurs aspects. Ce que je dis ici, il y a plusieurs aspects qui sont très différents. Je vais en mentionner quelques-uns. Quand on publie dans une revue, on l'a vu tout de suite là, dans Scientometrics, ça peut prendre jusqu'à 6 mois. La revue va avoir un système de publication périodique. Pour la conférence, généralement, ce qui se passe, la conférence a lieu sur une période donnée, 2, 3, 4 jours. Ok. La soumission va être concentrée sur 2 mois. Il va très souvent, normalement, avoir un examen par les pairs. La publication dans une conférence sera généralement plus courte. Il y a un nombre maximum de mots à respecter, un nombre limité de mots. Dans les conférences, ce qui se passe souvent aussi, c'est que vous allez avoir plus de flexibilité sur présenter des travaux de recherche qui sont encore en cours, sont pas encore totalement aboutis. Ok. Alors que sur l'article, c'est une autre situation. Dans tous les cas, ce sont deux bonnes choses. J'ai envie de dire, je pense qu'il faut participer à ces deux genres de publications. Dans les conférences, vous avez la possibilité de présenter de manière orale vos travaux et d'avoir des feedbacks, j'ai envie de dire, des commentaires, des retours d'informations, des critiques en direct et même des très bonnes suggestions que vous n'aurez pas forcément si vous publiez dans une revue. Est-ce que le logiciel est conseillé pour des thèses en sciences de gestion? Alors, la tech peut être utilisée dans tous les domaines. J'ai envie de dire, c'est selon vos besoins. Il y a des gens qui travaillent très bien sans la tech, il y a des gens qui préfèrent la tech. Donc, chaque logiciel a son lot de fonctionnalités. Est-ce que je peux soumettre un article d'une revue systématique pour un journal indexé? Oui. Ce qu'on appelle revue systématique, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, review, ou synthèse, ou critique, ou examen ou synthèse de la bibliographie. La réponse est oui. À quel moment on peut commencer la rédaction de la partie d'état de l'art de la thèse en sciences sociales? J'ai envie de dire, dès qu'on a des éléments, moi, le conseil que je donne, c'est toujours essayer de rédiger au fur et à mesure. Il y a plusieurs écoles. Les gens qui disent non, j'attends d'avoir tous les résultats et ensuite je travaille sur la publication. Il y a d'autres personnes qui disent dès que j'ai quelque chose qui me passe par la tête, j'ai lu un article, j'écris des notes. Donc, dès qu'on a des éléments, on peut commencer à rédiger. Can we submit two academic papers in two different journals in the same time? Alors là, j'ai déjà répondu, c'est la première question. La réponse est non. Pourquoi? Parce que c'est une pratique non éthique. Est-ce que la publication de présentation est obligatoirement en anglais? Alors non, pas forcément, mais je l'ai déjà mentionné plusieurs fois. Je vous conseille d'avoir au moins vos titres et votre résumé en anglais pour avoir un minimum de visibilité. D'ailleurs, si vous publiez dans une revue indexée dans le Web of Science, un des critères dans le processus de sélection des revues, c'est que la revue mette à disposition le titre et le résumé en anglais. Vous gagnez en visibilité et les gens cherchent de manière plus fréquente en anglais, et donc votre publication pourra avoir plus de chances d'être retrouvée dans le moteur de recherche. Est-ce que c'est possible de traduire un article qu'on a déjà publié, par exemple, en anglais, et le republier dans une autre revue avec quelques modifications? Et effectivement, en publication, on peut traduire et publier dans plusieurs revues. Alors, j'ai envie de dire oui, mais sous certaines conditions et surtout avec l'aval des éditeurs des revues en question. Alors, j'ai publié en français, puis je me dis finalement, cette publication, j'aurais peut-être dû la publier en anglais, puis je vais apporter quelques modifications. Ce que je vais faire, c'est que je vais contacter l'éditeur où j'avais déjà publié, je vais lui dire, voilà ce que je compte faire, ok, parce qu'il y a des droits, il y a des licences, il y a des choses sur lesquelles vous vous êtes engagé, et vous allez préparer une nouvelle publication en anglais. Là, la personne mentionne les modifications, vous allez amener ces modifications, et vous faites référence à la première publication. Et l'éditeur que vous visez, donc l'éditeur de la revue que vous visez, vous le mentionnez, voilà, cette publication-là, je l'avais déjà rédigée en français, mais bon, finalement, j'ai apporté d'autres modifications. Donc, comme ça, tout le monde est d'accord et tout le monde est au courant. Comment trouver une revue pour manuscrit? Alors ça, je l'ai mentionné, on a fait une longue formation là-dessus sur le choix de la revue, une formation de 2 heures. L'enregistrement sera disponible en ligne.
Est-ce que vous pouvez parler sur les choses qui donnent une valeur ajoutée à la thèse, par exemple, conférences, congrès, posters, enseignement des travaux pratiques et travaux dirigés? Merci. Toutes ces activités scientifiques, normalement, si vous les faites, vont apporter quelque chose de très positif à votre thèse. Si vous présentez dans une conférence, dans les congrès, forcément, vous aurez des feedbacks, vous aurez des retours d'informations que vous n'auriez pas eu si vous n'y avez pas participé. Poster, je pense que c'est un exercice assez pratique de synthétiser des résultats de recherche sur un support assez limité en termes de taille. Enseignement des travaux pratiques et travaux dirigés. Bon, on connaît, hein, plus on enseigne, plus on maîtrise le sujet. Si on est capable de transmettre l'information, forcément, ça nous aide à consolider nos acquis. Est-ce que les résultats de mon article doivent être uniques à 100%? Si oui, que faire une fois arrivé à la réalisation d'un travail similaire? Alors, ces questions-là, j'ai pas eu le temps d'écrire les réponses parce que je les ai reçues 45 minutes avant la formation, 1 heure avant la formation, donc j'ai pas eu le temps de m'y pencher. Mais je vais quand même y répondre. Est-ce que les résultats de mon article doivent être uniques à 100%? Qu'est-ce qu'on entend par unique? À moins de faire une grande découverte et on n'utilise pas les travaux de recherche des collègues ou des chercheurs qui ont déjà travaillé sur le sujet, on utilise souvent, très souvent, les travaux des autres, mais il faut y faire référence. Que faire une fois arrivé à la réalisation d'un travail similaire déjà publié? Ok. Si on voit que quelqu'un a déjà publié ce qu'on était en train de faire, dans ce cas-là, on fonce pas tête baissée et on continue, on va essayer d'adapter, voire même de changer de perspective, parce que l'éditeur ou les examinateurs vont dire non, mais il y a déjà une publication, donc quelle est la nouvelle contribution? Enfin, quelle est la contribution de, de cet auteur ou de cette nouvelle publication? Comment interpréter et analyser les résultats des figures qu'on a tracées? Alors, encore une fois, ça c'est une question que j'ai reçue aujourd'hui, donc j'ai pas eu le temps de rédiger la réponse, mais j'ai quand même mis la question ici. Comment interpréter et analyser? J'ai envie de dire, c'est une bonne question parce que les figures ou les graphiques, il faut qu'ils soient lisibles et qu'ils soient bien choisis. Le mode, je sais pas moi, le graphique qu'on va utiliser ou la figure doit, j'ai envie de dire, presque être doit même presque s'expliquer d'elle-même, toute seule. On voit, ok, on voit tout de suite ce qui a été représenté, il faut que ça soit clair sur le choix de la figure et de l'analyse ou de la visualisation qu'on utilise. L'interprétation, ben ça c'est à vous d'y répondre. C'est la figure que vous avez mis en place, qu'est-ce qu'elle apporte comme élément par rapport à la réponse que vous avez, par rapport à la question que vous posez dans votre publication. Pourquoi vous faites cette figure en fait? Pourquoi on fait cette figure? Est-ce qu'elle apporte quelque chose? Et donc dans l'interprétation, on va constater, on va observer et on va essayer de faire un lien avec la question qu'on essaye à laquelle on essaie de répondre ou le problème qu'on essaie de résoudre. Ok, on va essayer de raconter une histoire dans ce sens. Comment structurer ma thèse? Alors, je l'ai mentionné dans la préparation de manuscrit, je pense que ça reste valable. Pour la thèse, il y a plein de documents en ligne. Il me semble que j'avais partagé avec vous aussi, je peux le repartager, un lien vers des conseils sur la rédaction de thèse, qui est la différence entre article de recherche, review et survey. Alors ça, je l'ai mentionné vraiment tout à l'heure. Article, review, survey, tout ça, c'est différents types de documents. Okay. Donc, article, vous allez avoir c'est un certain type de document. Les reviews, vous faites un examen, une synthèse bibliographique. Survey, vous faites un sondage. Donc, c'est différents types de documents qui ont leur place dans les revues indexées.